Bienvenue sur la chaîne Livre Audio Français Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Aussi longtemps qu'il me souvienne, ce vieux patelin, c'était chez moi. Je serais mort depuis longtemps que ce patelin sera toujours là. À l'ouest, à l'est, faut le regarder de près. Tu t'es pas arrangé, mais je t'ai toujours dans la peau. Michael Stanley Band. Mon vieil ami, que cherches-tu? Après tant d'années ailleurs, voici que tu reviens plein d'images, entretenues sous d'autres cieux. Loin, très loin de la mère patrie. Georges Séféris. Première partie. Tout d'abord, l'ombre. Elle commence. Les perfections s'affinent. La fleur déploie ses pétales colorés, grande ouverte au soleil. Mais la langue de l'abeille les manque. Elle retombe dans la terre grasse en criant. On peut appeler cris ce qui les parcourt, frissons avec lequel elles se flétrissent et disparaissent. William Carlos Williams. Patterson. Venu au monde dans la ville d'un mort. Bruce Springsteen. Chapitre 1. Après l'inondation. 1957. 1. La terreur, qui n'allait cesser qu'au bout de 28 ans, mais a-t-elle vraiment cessé, s'incarna pour la première fois à ma connaissance, dans un bateau en papier journal, dévalant un caniveau gorgé d'eau de pluie. L'esquif vacilla, gita, puis se redressa, plongea crânement dans de perfides tourbillons, et descendit ainsi Wych Street jusqu'au carrefour avec Jackson Street. Tous les feux de signalisation étaient éteints en cet après-midi de l'automne 1957, et pas une maison n'avait de lumière. Cela faisait une semaine qu'il pleuvait sans discontinuer, et depuis 2 jours, le vent s'était mis de la partie. La plupart des quartiers de Derry se trouvaient toujours privés d'électricité. Un petit garçon en ciré jaune et caoutchouc rouge courait gaiement à côté du bateau de papier. La pluie, moindrue, crépitait pour son oreille comme sur un toit de tôle. Bruit agréable, presque rassurant. Il s'appelait George Denbrough et avait 6 ans. Son frère William, connu de la plupart des gosses de la communale, comme des maîtres qui ne se seraient pas permis de l'appeler ainsi devant lui, sous le sobriquet de Bill le Bègue, hoquetait à la maison les dernières quintes de toux d'un méchant rhume. En cet automne 1957, 8 mois avant les vrais débuts de l'épouvante qui allait durer 28 ans, Bill le Bègue avait 10 ans. C'est Bill qui avait conçu le bateau que faisait naviguer George. Il l'avait fabriqué dans son lit, adossé à une pile d'oreillers, tandis que leur mère jouait au piano la lettre à Élise dans le salon, et qu'au dehors la pluie balayait inlassablement les fenêtres de la chambre. Un peu avant l'intersection aux feux éteints, Wych Street était interdite à la circulation par des fumigènes et 4 barrières oranges. Sur chacune on pouvait lire « Travaux publics de Derry ». Au-delà, la pluie avait débordé des caniveaux qu'encombraient branches, cailloux et feuilles, agglutinés en tas épais. L'eau avait tout d'abord, comme du bout des doigts, foré de petits trous dans la chaussée avant de l'emporter à grandes poignées à vide dès le 3e jour de pluie. À midi, le 4e jour, c'était par plaques entières que le revêtement dévalait la rue jusqu'au carrefour de Wych et de Jackson, comme autant de radeaux miniatures. On avait lancé, un peu nerveusement, les premières plaisanteries sur Noé et son arche ce même jour. Les services de voirie de Derry avaient réussi à maintenir ouverte Jackson Street, mais Wych Street restait impraticable depuis les barrières jusqu'au centre-ville. Le pire était pourtant passé de la vie générale. La Kenduskig n'était pas sortie de son lit dans les friches mortes et était montée à quelques centimètres des berges en ciment du canal qui l'endiguait pour franchir le centre-ville. Juste à ce moment-là, une équipe d'hommes, qui comprenait entre autres Zach Denbrough, le père de Bill et George, retirait les sacs de sable entassés la veille dans une hâte fébrile. La crue avait en effet paru inévitable, avec son cortège de dégâts. Celle de 1931 avait fait plus de 20 victimes et coûté des millions de dollars.
On avait retrouvé l'un des corps à 40 kilomètres de Derry. Les poissons lui avaient dévoré les 2 yeux, le pénis, 3 doigts et l'essentiel de son pied gauche. Le malheureux serrait encore le volant d'une Ford dans ce qui restait de ses mains. La rivière venait cependant d'entamer sa décrue, et grâce au nouveau barrage de Bangor, en amont, cesserait bientôt de constituer une menace. Telle était du moins l'opinion de Zach Denbrough, employé d'Hydroélectricité Bangor. Pour l'instant, il fallait faire face à la situation, rétablir le courant et oublier ses mauvais moments. À Derry, la faculté d'oublier les tragédies et les désastres confinait à l'art, comme Bill Denbrough allait le découvrir avec les années. George fit halte juste après les barrières, au bord d'une ravine creusée dans le goudron selon une diagonale presque parfaite qui traversait Wiedsham Street. Elle aboutissait de l'autre côté de la rue, à environ 12 mètres en contrebas de l'endroit surélevé où il se tenait. Il éclata de rire, manifestation solitaire de joie enfantine, rayon de soleil trouant la grisaille de l'après-midi, tandis que son bateau était happé par les remous des rapides à échelle réduite qui dévalaient la ravine. Il passa ainsi d'un bord de Wiedsham Street à l'autre, tellement vite que George dut courir pour se maintenir à sa hauteur. L'eau boueuse jaillissait sous ses caoutchoucs dont les boucles cliquetaient gaiement alors qu'il se précipitait vers son étrange mort. Il se sentait tout plein, à cet instant-là, d'un amour clair et simple pour Bill, un amour un peu attristé du fait de l'absence de son frère, avec qui il aurait voulu partager sa joie. Certes, il essaierait de lui décrire ses aventures une fois à la maison, mais il savait qu'il serait incapable de les lui faire voir comme Bill, dans le cas contraire, les lui aurait fait voir. Bill lisait bien, écrivait bien, mais ce n'était pas uniquement pour cela qu'il raflait tous les premiers prix en classe. George, en dépit de sa jeunesse, s'en rendait compte lui-même. Bill savait raconter, mais surtout, il savait voir. George s'imaginait maintenant que son bateau était une vedette lance-torpille, comme celle qu'il voyait dans les films de guerre au cinéma de Derry le samedi en matinée avec son frère. John Wayne contre les Japs. La proue de papier journal soulevait de l'écume comme un vrai navire et atteignit ainsi le caniveau de gauche de Wiedsham Street. Un autre ruisselet convergeait sur ce point et le tourbillon qui en résultait risquait de le faire chavirer. Le bateau pencha de façon alarmante et George poussa un cri de joie quand il le vit se redresser, pivoter et se précipiter vers le carrefour. George accéléra pour le rattraper. Au-dessus de lui, les rafales aigres du vent d'octobre secouaient des arbres que la tempête avait presque complètement dépouillés de leurs feuilles richement colorées. Moisson brutale. Assis dans son lit, les joues encore enfiévrées, même si, comme la Kenduskig, la fièvre allait en décroissant. Bill venait de finir le bateau, mais le mit hors de portée lorsque George tendit la main. « Va me chercher la paraffine maintenant. »« La quoi? C'est où? »« Dans la cave sur l'étagère, dans une boîte où il y a écrit « Gulf ». Apporte-la-moi, avec un couteau, un bol et des allumettes. » George ne discuta pas. Sa mère jouait toujours du piano, un autre morceau plus sec et prétentieux, qu'il n'aimait pas autant que la lettre à Élise. La pluie tambourinait régulièrement contre les vitres de la cuisine. Tous ces bruits étaient plutôt rassurants. Pas comme l'idée de la cave. Il ne l'aimait pas, et n'aimait pas en descendre les marches, s'imaginant toujours qu'il y avait quelque chose en bas, dans le noir. Idiot, bien sûr, comme disaient son père et sa mère, mais surtout comme disait Bill. Et pourtant... Même ouvrir la porte pour allumer lui répugnait, car c'était si exquisément stupide qu'il n'aurait osé en parler à personne, car il redoutait qu'une horrible patte griffue ne vienne se poser sur sa main au moment où elle cherchait le bouton pour le projeter dans les ténèbres au milieu des odeurs d'humidité et de légumes légèrement décomposés. Stupide. Les choses griffues et velues bavant du venin, ça n'existait pas. De temps en temps, un type devenait cinglé et tuait plein de gens. Chet Hunley en parlait parfois au journal du soir. Et bien sûr, il y avait les communistes, mais pas de monstres à la gomme habitant la cave. Il n'arrivait cependant pas à chasser cette idée. Au cours de ces interminables instants pendant lesquels il tâtonnait de sa main droite à la recherche de l'interrupteur, tandis que sa main gauche étreignait l'encadrement de la porte,
la cave lui semblait remplir l'univers, et les odeurs d'humidité, de poussière et de pourriture se confondaient en une seule, inéluctable, celle du monstre. Le monstre. L'odeur d'une chose sans nom. Ça sentait ça. Ça qui était accroupi, prête à bondir. Une créature prête à manger n'importe quoi, mais particulièrement friande de petits garçons. Ce matin-là, il avait ouvert la porte et cherché interminablement le bouton, agrippé au chambranle, les yeux fermés, le bout de la langue dépassant du coin de la bouche comme une racine, cherchant désespérément l'eau dans un désert. Marrant? Tu parles. Tu t'es pas vu, Georgie? Georgie, quelle la frousse du noir. Quel bébé. Le son du piano avait l'air de lui parvenir d'un autre monde, très loin, comme le bavardage et les rires de la foule sur une plage parviennent aux nageurs épuisés qu'emporte un courant sournois. Sa main trouve le bouton. Ah, le tourne. Rien. Pas de lumière. Oh, flûte. Le courant. George retira son bras comme d'un panier de serpents. Il recula d'un pas, le cœur cognant dans sa poitrine. La panne d'électricité, évidemment. Il l'avait oublié. Jésus-Christ. Et maintenant? Allait-il retourner dire à Bill qu'il ne pouvait pas ramener la paraffine parce qu'il n'y avait pas de lumière et qu'il avait peur d'être confronté à quelque chose dans l'escalier? Pas à un communiste ou à un assassin maniaque, non, mais à quelque chose de pire. Une main putréfiée allait ramper sur les marches et venir le saisir à la cheville. Un peu trop gros tout de même. D'autres riraient, mais pas Bill. Il serait furieux, il dirait « Grandis un peu, Georgie. Veux-tu se battre, oui ou non ?» Comme si cette idée l'avait traversé, Bill lança de la chambre « Tu prends racine ou quoi, Georgie ?»« Non, je l'ai, Bill, » répondit-il aussitôt, se frottant le bras pour en faire disparaître la chair de poule qui le trahissait. « J'en ai profité pour boire un verre d'eau. »« Grouille !» Il descendit donc les 4 marches qui le mettaient à portée de l'étagère, le cœur dans la gorge, les cheveux de la nuque au garde-à-vous, les mains glacées, convaincu qu'à tout instant, la porte de la cave allait se refermer toute seule, obstruer la lumière qui tombait des fenêtres de la cuisine, et qu'il entendrait alors ça, qui était pire que tous les cocos et les assassins du monde, pire que les Japs, pire qu'Attila, pire que les abominations de 100 films d'horreur. Et son grondement grave emplirait ses oreilles pendant quelques secondes folles avant qu'il ne se jette sur lui pour lui déchirer les entrailles. L'odeur était pire que d'habitude, à cause de l'inondation. La maison sur Witcham Street n'était pas loin du sommet de la colline et avait donc échappé au pire, mais l'eau s'était infiltrée dans les anciennes fondations et l'air empuanti invitait à ne respirer qu'à petits coups. George farfouilla aussi vite qu'il put parmi tout ce qui encombrait l'étagère. Des vieilles boîtes de cirage kiwi, des chiffons, une lampe à pétrole inutilisable, des bouteilles à peu près vides, une ancienne boîte plate de cire la tortue. Celle-ci attira son attention, sans raison, et il passa bien 30 secondes, hypnotisé, à admirer la tortue qui ornait le couvercle. Puis, il la rejeta, et vit enfin, derrière, la boîte carrée avec le mot « Gulf » écrit dessus. George s'en empara vivement et bondit vers la porte, soudain conscient qu'un pan de sa chemise dépassait et convaincu que cela signifiait la fin pour lui. La chose, dans la cave, allait presque le laisser sortir, puis le saisirait par la chemise, le ferait tomber, et... Il referma bruyamment la porte dans son dos. Il y resta appuyé, les yeux clos, transpirant du front et des aisselles, agrippé à la boîte de paraffine. Le piano s'arrêta et la voix de sa mère flotta jusqu'à lui. « Tu devrais la fermer un peu plus fort une autre fois, Georgie. Peut-être arriveras-tu à casser l'une des assiettes du service dans le dressoir, si tu essayes vraiment. »« Je m'excuse, maman. »« Espèce de taré. » C'était Bill, parlant à voix basse pour ne pas être entendu de leur mère. Georgie eut un petit reniflement. Sa peur s'était évanouie aussi rapidement qu'un cauchemar lorsqu'on se réveille et qu'on regarde autour de soi, pour s'assurer que rien de cela n'était vrai. Un pied par terre, on en a oublié la moitié, sous la douche, les 3/4, et au petit déjeuner il n'en reste plus rien. Plus rien, jusqu'à la prochaine fois, où sous l'emprise d'un nouveau cauchemar toutes les frayeurs remonteront.
cette tortue, se dit George en tirant le tiroir où se trouvaient les allumettes. Où est-ce que je l'ai déjà vue? La question resta sans réponse et il n'y pensa plus. Il prit les allumettes, le couteau, lame tournée à l'extérieur comme papa lui avait appris, et le petit bol qu'il trouva sur le dressoir dans la salle à manger. Puis il retourna dans la chambre de Bill. « Qu'est-ce que t'es trouduc, Georgie ?» dit Bill d'un ton aimable, en repoussant l'attirail de malade qui encombrait sa table de nuit. Un verre vide, une carafe, des Kleenex, des livres, un flacon de Vicks, dont l'odeur resterait pour Bill éternellement associée aux bronches chargées et au nez coulant. Sans oublier le vieux poste Philco, qui ne jouait ni Chopin ni Bach, mais un air de Little Richard. Très doucement, si doucement même qu'il en perdait toute sa force primitive. Leur mère, pianiste formée à la Juilliard School, avait le rock'n'roll en horreur. « Je suis pas un trouduc, » dit George, qui s'assit sur le bord du lit et posa les objets sur la table de nuit. « Si, rien qu'un grand trouduc marron sur pattes. » George essaya d'imaginer un gosse correspondant à cette description et se mit à pouffer. « Ton trouduc est plus grand qu'Augusta, » dit Bill, qui pouffa à son tour. « Ton trouduc est plus grand que tout l'État, » répliqua George, ce qui suffit à plier les deux garçons en deux pendant plus d'une minute. S'ensuivit une conversation à voix basse, de celles qui n'ont de sens que pour les petits garçons. Qui était le plus gros trouduc? Qui avait le plus gros trouduc? Quel trouduc était le plus marron? Et ainsi de suite. Finalement, Bill lâcha l'un des mots interdits, accusant George d'être un gros trouduc marron merdeux, et ils éclatèrent de rire, ce qui déclencha une quinte de toux chez Bill. Elle s'atténuait un peu, le visage de Bill avait pris une teinte aubergine qui commençait à inquiéter George, lorsque le piano s'arrêta. Tous deux regardèrent en direction de la porte, l'oreille tendue vers le grincement du tabouret et le bruit des pas impatients de leur mère. Bill enfouit la tête dans le creux de son bras, étranglant la fin de la quinte tout en indiquant la carafe de sa main libre. George lui versa un verre d'eau qu'il avala. Le piano reprit. De nouveau, la lettre à Élise. Jamais Bill Lebègue n'oublierait ce morceau. Bien des années plus tard, elle lui donnerait encore la chair de poule. Le cœur lui manquerait et il se dirait « C'était ce que jouait maman le jour de la mort de George. » « Tu vas tousser encore, Bill ?»« Non. » Bill tira un Kleenex dans lequel il fit tomber un crachat épais avant de le rouler en boule et de le jeter dans une corbeille déjà à demi pleine de déchets identiques. Puis il ouvrit la boîte de paraffine et prit un cube à l'aspect cireux du produit dans le creux de la main. George l'observait attentivement mais en silence. Bill n'aimait pas être bombardé de questions quand il faisait quelque chose, et George savait que son frère finirait par lui donner des explications s'il se taisait. À l'aide du couteau, Bill coupa un petit morceau de paraffine qu'il plaça dans le bol. Puis il enflamma une allumette et la posa dessus. Les deux garçons observaient la petite flamme jaune, tandis que le vent lançait des rafales affaiblies contre la fenêtre. « C'est pour l'imperméabiliser, sinon il va s'imbiber d'eau et couler, » dit Bill. Avec George, son bégaiement s'atténuait pour disparaître parfois complètement. À l'école, en revanche, il pouvait être tel qu'il lui était impossible de parler. Tandis que ses camarades regardaient ailleurs, il restait paralysé, étreignant les rebords de son bureau, la figure prenant peu à peu la même teinte rouge que ses cheveux, les yeux réduits à deux fentes par l'effort qu'il faisait pour chasser un ou deux mots de sa stupide gorge. La plupart du temps, les mots finissaient par sortir. Parfois, rien ne venait. Une voiture l'avait renversé quand il avait 3 ans, et il était resté 7 heures inconscient. Maman attribuait à cet accident l'origine du bégaiement. George avait quelquefois l'impression que son père, et Bill lui-même, n'en étaient pas aussi sûrs. Dans le bol, la paraffine avait presque complètement fondu. La flamme pâlit, vacilla et s'éteignit. Bill plongea un doigt dans le liquide et le retira vivement avec un sifflement retenu. Il eut un sourire d'excuse. « Brûlant !» dit-il. Au bout de quelques secondes, il recommença et se mit à badigeonner les flancs du bateau, où la paraffine, séchant rapidement, se transforma en une pellicule laiteuse.
Je peux en passer moi aussi? Demanda George. Oui, mais non, mais pas sur la couverture, sinon tu vas voir maman. George plongea à son tour le doigt dans la paraffine encore chaude, mais supportable, et barbouilla l'autre côté du bateau. « Pas tant, Trouduc !» fit Bill. « Tu veux le faire couler dès sa première sortie ?»« Excuse-moi. Ça va, mais fais attention. » George termina son côté, puis tint le bateau dans ses mains. Il était un peu plus lourd, mais à peine. « Au poil !» dit-il. « Je vais aller le faire naviguer. »« Ouais, vas-y. » répondit Bill, l'air soudain fatigué et encore patraque. « Je regrette que tu ne viennes pas. » George était sincère. Bill avait tendance à devenir autoritaire, mais il avait toujours les idées les plus chouettes, et il ne le frappait à peu près jamais. « Après tout, c'est ton bateau ?» ajouta-t-il. « Moi aussi j'aurais aimé venir, » fit Bill d'un ton morose. « Eh ben, » George dansait d'un pied sur l'autre, le bateau à la main. « Mets ton ciré, sans quoi tu vas te choper un rhume, comme moi. »« Trop tard, sans doute. J'ai dû te refiler mes microbes. »« Merci, Bill. C'est un bateau super. » Puis il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps et que Bill ne devait jamais oublier. Il se pencha sur lui et l'embrassa. « Ce coup-ci, tu vas vraiment l'attraper, Trouduc, » dit Bill. Mais il avait tout de même l'air content, et il sourit à son frère. « Et n'oublie pas de ranger ce bazar, sans quoi maman va grimper au rideau. »« T'en fais pas. » Il ramassa les objets et traversa la chambre, le bateau en équilibre instable sur la boîte de paraffine, elle-même de travers dans le petit bol. « Georgie ?» George se retourna pour regarder son frère. « Fais attention. »« Bien sûr. » Son front se plissa légèrement. C'était quelque chose que disait maman, pas son grand frère, aussi étrange que le baiser qu'il lui avait donné. « Bien sûr que je ferai attention. » Il sortit. Bill ne devait plus jamais le revoir. Il courait donc à la poursuite de son bateau, du côté gauche de Witcham Street, aussi vite qu'il le pouvait. Mais le bateau prenait de l'avance, car l'eau dévalait plus vite encore. Son grondement allait s'amplifiant, et il s'aperçut qu'à une 50aine de mètres, en contrebas, elle quittait le caniveau pour cascader dans un conduit d'urgence que l'on n'avait pas encore fermé. Il formait un grand demi-cercle obscur sur le bord du trottoir, et alors que George regardait dans cette direction, une branche dépouillée à l'écorce noire et luisante comme une peau de phoque s'engouffra dans sa gueule. Elle y resta accrochée un instant avant d'y disparaître. C'était là que se dirigeait son bateau. « Oh merde et merdouille !» s'écria-t-il consterné. Il accéléra le pas et crut pendant quelques secondes pouvoir attraper le bateau, mais l'un de ses pieds glissa sur quelque chose et il alla s'étaler, s'écorchant le genou avec un cri de douleur. De ce nouvel angle, au ras du sol, il vit l'embarcation tourner 2 fois sur elle-même, momentanément prisonnière d'un tourbillon, puis disparaître. « Merde et merdouille !» cria-t-il de nouveau, frappant la chaussée du poing. Il se fit mal et les larmes lui vinrent aux yeux. Quelle stupide façon de perdre le bateau! Il se releva et s'approcha de la bouche d'égout. Il mit son bon genou à terre et regarda à l'intérieur. L'eau faisait un grondement creux en s'enfonçant dans les ténèbres, un bruit de maison hantée qui lui rappelait... Un cri étranglé sortit de sa gorge et il sursauta. 2 yeux jaunes le regardaient de là-dedans, des yeux comme ceux qu'il avait imaginés le guettant dans la cave, sans jamais les voir. « C'est un animal ?» pensa-t-il de manière incohérente. « C'est tout ce que c'est un animal, tout bêtement un chat qui a été emporté là-dedans. » Il était cependant prêt à s'enfuir en courant. Il allait s'enfuir en courant dans 2 secondes, quand ses mécanismes mentaux auraient digéré le choc produit par ces 2 yeux jaunes et luisants. Il sentait la surface rugueuse du macadam sous ses doigts, ainsi que l'eau froide qui les contournait. Il se vit se relever et battre en retraite, et c'est à cet instant qu'une voix agréable, au ton raisonnable, lui parla depuis la bouche d'égout. « Salut, Georgie » fit-elle. George se pencha et regarda de nouveau. Il n'en croyait pas ses yeux. C'était comme dans un conte de fées, ou comme dans ces films où les animaux parlent et dansent. Il aurait eu 10 ans de plus, il serait resté incrédule, mais il avait 6 ans, et non 16. Un clown se tenait dans l'égout.
L'éclairage n'y était pas fameux, mais néanmoins suffisant pour que George Denbrough n'ait aucun doute sur ce qu'il voyait. Un clown, comme au cirque ou à la télé. Un mélange de Bozo et Clarabelle, celui, ou celle, George n'était pas très sûr, qui parlait à coups de trompe dans les émissions du dimanche matin. Le visage du clown était tout blanc. Il avait 2 touffes marrantes de cheveux rouges de chaque côté de son crâne chauve et un énorme sourire clownesque peint par-dessus sa propre bouche. Il tenait d'une main un assortiment complet de ballons de toutes les couleurs, comme une corne d'abondance pleine de fruits mûrs. Et dans son autre main se trouvait le bateau en papier journal de George. « Tu veux ton bateau, Georgie ?» fit le clown avec un sourire. George lui sourit à son tour. Il ne put s'en empêcher. C'était le genre de sourire auquel on ne pouvait faire autrement que de répondre « Oui, bien sûr, je le veux. » « Bien sûr, je le veux, » fit le clown en riant. « Voilà qui est bien dit, très bien dit. Que penserais-tu d'un ballon ?»« Eh bien, oui. » Il tendit une main hésitante, puis se reprit. « Je ne dois pas prendre les choses que me donnent des étrangers. C'est ce que papa m'a dit. »« Ton papa a parfaitement raison, » admit le clown, du fond de son égout, toujours souriant. « Comment ai-je pu croire, » se demandait George, qu'il avait les yeux jaunes. Ils étaient d'un bleu brillant et pétillant, comme ceux de sa mère ou de Bill. « Parfaitement raison. C'est pourquoi je vais me présenter, Georgie. Je m'appelle Monsieur Bob Gray, aussi connu sous le nom de Gripsou, le clown cabriolant. Gripsou, je te présente George Denbrough. George, je te présente Gripsou. Eh ben voilà. Nous ne sommes plus des étrangers l'un pour l'autre, pas vrai? » George pouffa. « C'est vrai. » Il tendit de nouveau la main et de nouveau la retira. « Comment t'es descendu là-dedans ?»« La tempête nous a balayés, moi et tout le cirque, » répondit Gripsou. « Ne sens-tu pas l'odeur de cirque, Georgie ?» Georgie se pencha. Ça sentait les cacahuètes grillées, et le vinaigre, ce vinaigre blanc que l'on verse sur les frites d'une bouteille avec un petit trou. Ça sentait aussi la barbe à papa et les beignets frits, tandis que montait, encore léger, mais prenant à la gorge, l'odeur des déjections de bêtes fauves, sans oublier celle de la sueur. Et cependant, en dessous flottaient les senteurs de l'inondation, des feuilles en décomposition et de tout ce qui grouillait dans l'ombre de l'égout, odeur d'humidité et de pourriture, l'odeur de la cave. Mais les odeurs du cirque étaient plus fortes. « Tu parles si je les sens ?» s'exclama-t-il. « Tu veux ton bateau, Georgie ?» demanda Gripsou. « Tu n'as pas l'air d'y tenir tant que ça, » ajouta-t-il en le soulevant avec un sourire. Il était vêtu d'un ample vêtement de soie fermé d'énormes boutons orange. Une cravate d'un bleu électrique éclatant pendait à son cou, et il avait de gros gants blancs, comme ceux que portent toujours Mickey et Donald. « Si, j'y tiens, » dit George, toujours penché sur l'égout. « Veux-tu aussi un ballon ? J'en ai des rouges, des verts, des bleus, des jaunes. Est-ce qu'il flotte ? S'il flotte !» Le sourire du clown s'élargit. « Et comment ? J'ai aussi de la barbe à papa. » George tendit la main. Le clown la lui prit, et George vit changer le visage de Gripsou. Ce qu'il découvrit était si épouvantable qu'à côté ses pires fantasmes sur la chose dans la cave n'étaient que des féeries. D'un seul coup de patte griffue, sa raison avait été détruite. « Il flotte !» chantonna la chose dans l'égout d'une voix qui se brisa en un rire retenu. Elle maintenait George d'une prise épaisse de pieuvre, puis elle l'entraîna dans l'effroyable obscurité où grondaient et rugissaient les eaux, emportant leur chargement de débris vers la mer. George détourna tant qu'il put la tête des ultimes ténèbres et se mit à hurler dans la pluie, à hurler inconsciemment au ciel blanc d'automne qui faisait ce jour-là comme un couvercle au-dessus de Derry. Des cris suraigus, perçants, qui tout au long de Witcham Street précipitèrent les gens à leurs fenêtres ou sous leurs porches. « Il flotte !» gronda la voix. « Il flotte, Georgie, et quand tu seras en bas avec moi, tu flotteras aussi !» L'épaule de George vint buter contre le rebord en ciment du trottoir, et Dave Gardner, resté chez lui à cause de l'inondation au lieu d'aller travailler comme d'habitude au shoe boat, ne vit qu'un petit garçon en ciré jaune
qui hurlait et se tordait dans le caniveau, tandis que de l'eau boueuse et écumante transformait ses cris en gargouillés. « Tout flotte en bas !» murmura la voix pourrie et ricanante. Puis, il y eut soudain un bruit affreux d'arrachement, une explosion d'angoisse, et George Denbrough perdit connaissance. Dave Gardner fut le premier sur place. Il arriva à peine 45 secondes après le premier cri, mais George était déjà mort. L'homme le saisit par le ciré, le tira dans la rue, et commença lui-même à crier quand le corps de l'enfant se retourna entre ses mains. Le côté gauche du ciré était maintenant d'un rouge éclatant. Du sang coulait dans l'égout depuis le trou déchiqueté où se trouvait autrefois le bras gauche. Des os emmêlés, horriblement brillants, dépassaient du vêtement déchiré. Les yeux de l'enfant étaient grands ouverts sur le ciel blanc, et tandis que Dave se dirigeait d'un pas incertain vers ceux qui arrivaient, courant en désordre dans la rue, ils commencèrent à se remplir de pluie. Quelque part en dessous, dans l'égout déjà plein à ras-bord ou presque, « Jamais personne n'aurait pu tenir là-dedans », s'exclama plus tard le shérif du comté au journaliste du Daily News dans un accès de rage qui frisait l'hystérie. Hercule lui-même aurait été emporté par le courant. Le bateau en papier journal de George fila le long de conduits obscurs en ciment dans le grondement et le chuintement de l'eau. Il avança quelques instants bord à bord avec un poulet crevé qui flottait sur le dos, ses pattes reptiliennes tournées vers le plafond dégoulinant. Puis, à quelques confluents à l'est de la ville, le volatile fut emporté sur la gauche tandis que le bateau de George continuait tout droit. 1 heure plus tard, tandis que la mère de George se faisait administrer un calmant en salle d'urgence à l'hôpital de Derry et que Bill Lebègue restait pétrifié, blanc et silencieux dans son lit, écoutant sans les entendre les sanglots rauques de son père lui venant du salon, où sa mère jouait la lettre à Élise au moment où George était sorti, le bateau surgit d'une évacuation à la vitesse d'un boulet de canon et se retrouva sur un bif qui le ralentit, avant de le rejeter dans un cours d'eau sans nom. Lorsque 20 minutes plus tard il déboucha sur la Penobscot, aux eaux gonflées et bouillonnantes, le ciel laissait apparaître ses premières déchirures bleues. La tempête était terminée. Le bateau plongeait, oscillait et prenait parfois l'eau, mais ne coulait pas. Les 2 frères l'avaient bien imperméabilisé. J'ignore où il finit par s'échouer, s'il s'échoua jamais. Peut-être atteignit-il la mer et y navigue-t-il pour l'éternité, comme les bateaux magiques des légendes. Je sais seulement qu'il était toujours gaillard, à chevaucher les remous de l'inondation, lorsqu'il franchit les limites administratives de Derry, Maine, et par là même, et pour toujours, celle de ce récit. Chapitre 2. Après la fête. 1984. Si vous tenez à savoir pour quelle raison Adrian portait ce chapeau, raconta plus tard son petit ami en larmes à la police, c'est parce qu'il l'avait gagné à la baraque Peach Chili Win. Là-bas, on gagne toujours quelque chose. À la fête de Bassett Park, 6 jours avant sa mort, et il en était fier. Il le portait parce qu'il aimait cette saloperie de ville, ajouta hystérique Don Haggerty. Allons, allons, inutile d'être grossier, lui répondit l'officier de police Harold Gardner. Harold Gardner était l'un des 4 fils de Dave Gardner. Il avait 5 ans le jour où son père avait découvert le cadavre amputé d'un bras de George Denbrough. Pas tout à fait 27 ans plus tard, à 32 ans, Harold se rendait bien compte de la réalité de la douleur et du chagrin de Don Haggerty, sans pouvoir toutefois le prendre au sérieux. L'homme, si l'on tenait à l'appeler ainsi, portait un pantalon de satin si serré qu'on pouvait lui compter les rides de la bite, sans parler du rouge à lèvres. Douleur ou pas, chagrin ou pas, ce n'était après tout qu'un pédé, comme son ami, feu Adrian Mellon. « On recommence », intervint l'acolyte de Gardner, Jeffrey Reeves. « Vous êtes tous les 2 sortis du Falcon et vous avez pris la direction du canal, et après ?»« Combien de fois faudra-t-il vous le dire, bande d'idiots ?» Haggerty criait toujours. « Ils l'ont tué, ils l'ont jeté par-dessus bord. Juste un jour ordinaire à Matchoville pour eux. » Haggerty se mit à pleurer. « Encore une fois, » reprit Reeves patiemment, « vous êtes sortis du Falcon et après ?»
Dans une autre salle, juste au bout du hall, 2 flics de Derry interrogeaient Steve Dubay, 17 ans. Dans un bureau du premier étage, 2 autres cuisinaient John Webby Garton, 18 ans. Et dans le bureau du chef de la police du 5e, le chef, Andrew Rademacher, et le juge d'instruction Tom Boutillier tentaient de tirer les vers du nez à Christopher Unwin, 15 ans. Unwin, habillé d'un jean délavé, d'un t-shirt taché de graisse et de bottes de mécanicien, était en larmes. Rademacher et Boutillier s'occupaient personnellement de lui parce qu'ils avaient supposé, à juste titre, qu'il constituait le point faible du groupe. « Allez, on recommence », dit Boutillier, exactement comme Reeves, quelques étages en dessous. « On ne voulait pas le tuer », balbutia Unwin. « C'était le chapeau, on n'arrivait pas à croire qu'il oserait encore le porter après ce que Webby avait dit la première fois. On voulait juste lui faire peur, quoi. » « À cause de ce qu'il vous avait sorti », intervint Rademacher. « Oui. » « De ce qu'il avait sorti à John Garton, plus précisément, l'après-midi du 17. »« Oui, à Webby. » Unwin éclata de nouveau en sanglots. « Mais nous avons essayé de le sauver quand nous avons vu que ça se passait mal. Au moins moi et Stevie Dubay. On n'a jamais voulu le tuer. »« Arrête ces salades, Christopher, » fit Boutillier. « Vous l'avez bien balancé dans le canal, non ?»« Oui, mais... » « Et vous êtes venus tous les 3 mettre les choses au point. Le chef Rademacher et moi, nous apprécions le geste, n'est-ce pas, Andy ? Et comment ? Il faut du courage pour ne pas renier ce qu'on a fait, Chris. Alors, ne fais pas le con en te mettant à mentir maintenant. Vous aviez bien l'intention de le balancer par-dessus bord dès l'instant que vous l'avez vu sortir du Falcon avec son petit copain, n'est-ce pas ? Non ! Protesta Unwin avec véhémence. Boutillier sortit un paquet de Marlboro de sa poche de chemise. Il mit une cigarette à la bouche et tendit le paquet à Unwin. L'adolescent en prit une. Sa bouche tremblait tellement que le juge avait du mal à suivre la cigarette avec l'allumette. « Mais quand avez-vous vu qu'il portait le chapeau ?» reprit Rademacher. Unwin tira une grosse bouffée, pencha la tête, ses cheveux graisseux lui tombèrent dans les yeux, et rejeta la fumée par le nez, qu'il avait piqueté de comédon. « Ouais, » dit-il dans un souffle, si bas qu'il était presque inaudible. Boutillier s'inclina vers lui, un reflet brillant dans son œil brun. Il avait l'expression d'un prédateur, mais la voix restait douce. « Tu disais, Chris ?» « Je disais oui. Je crois qu'on voulait le balancer, mais pas le tuer. » Sur ces mots, il releva les yeux, l'air malheureux, aux abois de quelqu'un incapable de comprendre les stupéfiants changements qui venaient d'avoir lieu dans sa vie depuis qu'il avait quitté la maison, la veille, à 7h30, pour la dernière nuit de la fête du canal de Derry avec ses copains. « Mais pas le tuer, » répéta-t-il. « Et ce type, sous le pont, je sais toujours pas qui c'est. »« Quel genre de type ?» demanda Rademacher, sans trop de conviction. Ils avaient déjà eu droit à ce couplet et aucun des deux n'y croyait. Tôt ou tard, un homme accusé de meurtre finit par sortir le mystérieux inconnu. Boutillier lui avait même donné un nom, le syndrome du manchot, d'après une vieille série télévisée. « Le type en tenue de clown ?» fit Unwin avec un frisson. « Celui avec les ballons ?» Les fêtes du canal qui s'étaient déroulées du 15 au 21 juillet avaient été un succès éclatant de la vie de tous, ou presque, à Derry. Un grand événement, autant pour le moral et le prestige de la ville que pour son portefeuille. La raison d'être de cette semaine de festivités était le centenaire de l'ouverture du canal qui traversait le centre-ville. C'était grâce à ce canal que la ville avait pu se livrer complètement au commerce du bois entre 1884 et 1910. De sa mise en service dataient les années de prospérité de Derry. On avait retapé la ville d'est en ouest et du nord au sud. On avait comblé et nivelé des nids de poules que certains citoyens prétendaient connaître depuis 10 ans. On avait renouvelé le mobilier des immeubles municipaux dont on avait aussi ravalé les façades. On avait poncé le gros des graffitis les plus obscènes de Bassay Park, la plupart constitués de réflexions anti-homosexuelles à la logique glaciale comme « à mort les pédés » ou « Sida, train de Dieu pour l'enfer des homos », qui déparaient les bancs et la passerelle couverte au-dessus du canal, connu sous le nom de Pont des Baisers.
On avait ouvert un musée du canal dans 3 devantures de magasins inoccupés du centre-ville pour y exposer les objets réunis par Michael Hanlon, bibliothécaire de la ville et historien amateur. Les plus vieilles familles de la région avaient prêté leurs pièces les plus précieuses et pendant toute la semaine, près de 4000 personnes payèrent 25 cents chacune pour contempler des menus des années 1890, des outils de bûcheron des années 1880, des jouets d'enfants des années 20, et plus de 2000 photos et 9 courts-métrages sur la vie quotidienne à Derry au cours des 100 dernières années. La Société des Dames de Derry avait financé cette exposition non sans refuser d'admettre certaines des pièces proposées par Hanlon, comme la célèbre chaise à clochard des années 30 et des photos du massacre de la bande à Bradley. Néanmoins, ce fut aussi un grand succès, et personne ne tenait tellement à voir ces témoignages sanglants. Il valait beaucoup mieux mettre l'accent sur les choses positives. On avait dressé une énorme tente en toile rayée pour les rafraîchissements dans le parc de Derry. Des orchestres y jouaient tous les soirs. Bassett Park accueillit pour sa part une foire d'attractions avec des manèges et des stands tenus par des gens du cru. Un tramway spécial parcourait le secteur historique toutes les heures, avec pour terminus cette machine à sous criarde et avenante. C'était là qu'Adrian Mellon avait gagné le chapeau qui allait signer son arrêt de mort. Un haut de forme, avec une fleur, et un bandeau sur lequel on lisait « J'aime Derry ». « Je suis crevé », dit John Webby Garton. Comme ses 2 amis, il était inconsciemment habillé à la Bruce Springsteen, alors que si on lui avait demandé son avis sur le chanteur, il l'aurait sans doute traité de pédé ou de nouille et aurait professé son admiration pour des groupes hard, comme Def Leppard, Twisted Sister et Judas Priest. Déchiré, les manches de son t-shirt exhibaient des bras lourdement musclés. Son épaisse tignasse châtaine lui retombait sur un œil, plus John Cougar Mellencamp que Springsteen. Des tatouages bleus ornaient ses biceps, des symboles ésotériques que l'on aurait dit tracés par une main d'enfant. « Je veux plus parler. »« Dis-nous simplement ce qui s'est passé à la foire mardi après-midi, » fit Paul Hughes. Ce dernier était choqué et écœuré par toute cette sordide affaire. Comme si la fête du canal, ne cessait-il de se répéter, s'était achevée sur un événement prévu par tous, mais que personne n'avait osé inscrire au programme des réjouissances, sans quoi il se serait présenté ainsi. Samedi, 21h, grand concert de clôture avec l'orchestre du collège de Derry et les Barbershop Mellowmen. Samedi, 22h, feu d'artifice géant. Samedi, 22h35, le sacrifice rituel d'Adrian Mellon met officiellement fin aux festivités. « J'emmerde la foire », répliqua Webby. « Simplement ce que tu as dit à Mellon et ce qu'il t'a dit. »« Oh, bordel !» fit Webby en roulant des yeux. « Allez, Webby !» intervint le partenaire de Hughes. Webby roula de nouveau des yeux et recommença. Garton avait vu les 2 types, Mellon et Haggerty, partir en se tenant la taille et en pouffant comme des filles. Il avait d'ailleurs tout d'abord cru qu'il s'agissait de filles. Puis, il avait reconnu Mellon, qu'on lui avait déjà montré. À ce moment-là, Mellon se tourna vers Haggerty et l'embrassa brièvement sur la bouche. « Oh les mecs, je vais gerber !» s'était écrié Webby, dégoûté. Chris Unwin et Steve DeBay l'accompagnaient. Quand Webby leur indiqua le couple, Steve lui dit que l'autre PD s'appelait Don quelque chose, qu'il avait pris un gamin de Derry en stop et commençait à le plotter. Mellon et Haggerty avaient repris leur marche en direction des 3 garçons, s'éloignant du Pitch Till You Win pour gagner la sortie de la foire. Webby déclarerait plus tard aux policiers Hughes et Conley qu'il avait été blessé dans son orgueil de citoyen de voir un enfoiré de PD avec un chapeau sur lequel était écrit « J'aime Derry ». C'était une ânerie, ce chapeau, une réplique en papier d'un haut de forme avec une énorme fleur au-dessus qui s'inclinait dans toutes les directions. Apparemment, ce truc stupide avait blessé encore plus profondément l'orgueil de citoyen de Webby Garton. Comme Mellon et Haggerty passaient, toujours se tenant par la taille, Webby leur lança « Je devrais te faire bouffer ce chapeau, espèce d'enculé !» Mellon se tourna vers lui, battit coquettement des paupières et répondit
Si tu veux quelque chose à bouffer, chérie, j'ai beaucoup mieux que mon chapeau. » À ce stade, Webby avait décidé de refaire le portrait du PD. Dans la géographie de son visage, des montagnes allaient s'élever, des continents dériver. Il ne laisserait personne suggérer qu'il était un suceur de queue. Personne. Il se dirigea vers Mellon. Inquiet, Haggerty essaya d'entraîner son ami, mais celui-ci ne bougea pas, toujours souriant. Garton déclara plus tard au policier que Mellon devait être certainement pété à quelque chose. « C'est vrai, » admit Haggerty quand la question lui parvint par l'intermédiaire des policiers Gardner et Reeves. « Il s'était pété avec 2 beignets aux pommes et au miel, son seul repas de toute la journée. » Il avait par conséquent été incapable de se rendre compte de la menace très réelle que représentait Garton. « Mais c'était tout Adrian, ça, » fit Don, qui, en s'essuyant les yeux avec un mouchoir de papier, se barbouilla de maquillage scintillant. Il n'avait aucun sens du danger, il faisait partie de ces doudingues qui croient toujours que les choses vont s'arranger toutes seules. Il aurait pu prendre une sérieuse raclée déjà à ce moment-là, si Garton n'avait pas senti quelque chose tapoter son coude, un bâton blanc. Il se retourna et vit Frank Machen, un autre membre de la police de Derry. « Laisse tomber, mon bonhomme, » dit-il à Webby. « Occupe-toi de tes affaires et fiche la paix à ces 2 mignonnes, va t'amuser plus loin. »« Vous avez pas entendu de quoi il m'a traité ?» protesta Garton avec véhémence. Unwin et Dubay l'avaient rejoint et, sentant venir les ennuis, tentèrent de l'entraîner. Mais il se débarrassa d'eux et les aurait frappés s'ils avaient insisté. Sa virilité venait de subir un affront qu'il fallait venger. Personne n'irait raconter qu'il suçait des pines. Personne. « Il ne me semble pas qu'il t'ait traité de quoi que ce soit, » répliqua Machen. « Il me semble par contre que c'est toi qui lui as parlé en premier, et maintenant dégage, fiston. J'ai pas envie de me répéter. Il m'a traité de pédé. »« Aurais-tu peur qu'il ait raison ?» demanda Machen, l'air sincèrement intéressé, ce qui eut le don de faire violemment rougir Garton. Pendant tout cet échange, Haggerty s'était efforcé, de plus en plus angoissé, d'entraîner Mellon avec lui. Il commençait enfin à y réussir, quand Adrian, par-dessus son épaule, lança d'un ton effronté « Au revoir, mon amour. »« La ferme, petit con !» dit sèchement Machen. « Barre-toi d'ici !» Garton voulut bousculer Mellon, mais Machen le retint. « Je pourrais bien te foutre au trou. À te voir faire, je me dis même que l'idée n'est pas si mauvaise. »« La prochaine fois, ça va faire vraiment mal !» beugla Garton en direction du couple qui s'éloignait. Des têtes se tournèrent pour le regarder. « Et si tu portes encore ce chapeau, je te tuerai! On n'a pas besoin de tantes dans ton genre, dans cette ville !» Sans se retourner, Mellon agita les doigts de sa main gauche. Ses ongles étaient rouges cerises et se déhancha exagérément. Garton voulut se dégager. « Un mot de plus, un pas de trop et tu es au trou, » fit Machen d'une voix douce. « Fais-moi confiance, mon garçon, je ne plaisante pas. »« Allons, Webby !» intervint Chris Unwin, mal à l'aise. « Laisse tomber !»« Vous aimez les mecs comme ça, vous ?» lança Webby à Machen. « Hein ?»« En ce qui concerne les tapettes, je reste neutre, » répondit le flic. « Ce qui me botte, moi, c'est la paix et la tranquillité, et tu chahutes un peu trop ce que j'aime, tête de macaroni. Maintenant, si t'as envie que je m'occupe de toi... »« Allez, viens, Webby !» fit Steve Dubay d'un ton conciliant. « On va se payer des hot dogs. » Garton s'éloigna, réajusta sa chemise avec des mouvements exagérés et remit sa mèche en place. Dans sa déposition le lendemain de la mort d'Adrian Mellon, Machen déclara « La dernière chose que je l'ai entendu dire pendant qu'il partait avec ses copains, c'est « Il va morfler la prochaine fois. » « S'il vous plaît, il faut que je parle à ma mère, » dit Steve Dubay pour la 3e fois. « Faut absolument qu'elle calme mon beau-père, sans quoi ça va barder quand je vais rentrer à la maison. »« Dans un petit moment, » lui répondit l'officier de police, Charles Avarino. Tout comme son coéquipier Barney Morrison, il savait bien que Dubay ne rentrerait pas ce soir chez lui, ni même fort probablement les soirs suivants pendant longtemps. Le garçon n'avait pas l'air de se rendre compte de la gravité de son affaire. Et Avarino ne trouva pas surprenant d'apprendre un peu plus tard que Dubay avait quitté l'école à 16 ans, époque à laquelle son QI était de 68 points sur l'échelle de Wechsler. Il venait de tripler sa 5e.
Dis-nous ce qui s'est passé lorsque tu as vu Mellon sortir du Falcon, l'encouragea Morrison. Non, vieux. Vaut mieux pas. Et pourquoi donc? Demanda Avarino. J'ai peut-être déjà trop parlé. Mais tu es venu pour parler, non? Ouais, mais... Écoute un peu, fit Morrison d'un ton amical, s'asseyant à côté de lui et lui tendant une cigarette. Tu nous prends pour des PD, Chick et moi? Je sais pas. Est-ce qu'on a l'air de pédale? Non, mais... Nous sommes tes amis, Stevie, reprit Morrison d'un ton solennel. Et crois-moi, Chris, Webby et toi, vous avez bien besoin de tous vos amis en ce moment, car demain, toutes les personnes sensibles dans cette ville vont hurler pour demander votre peau. Steve DeBay parut vaguement inquiet. Avarino, qui lisait à livre ouvert à travers ce crâne épais, le soupçonna de penser encore à son beau-père. Et bien qu'il n'eût aucune tendresse particulière pour la petite communauté homo de Derry, comme les autres flics de la brigade, il aurait été ravi de voir fermer pour toujours le Falcon, ramener DeBay chez lui ne lui aurait pas déplu. Il aurait même pris plaisir à tenir les bras de ce morveux pendant que le beau-père lui aurait flanqué une bonne correction. Avarino n'aimait pas les homosexuels, mais ça ne signifiait pas pour lui qu'il fallait les torturer et les assassiner. Mellon avait été martyrisé. Lorsqu'on l'avait remonté de sous le pont, le cadavre avait les yeux ouverts, exorbités de terreur. Et voilà que ce type-là n'avait pas la moindre idée de ce à quoi il avait participé. « On voulait pas lui faire de mal !» répéta Steve. C'était sa position de repli dès qu'il commençait à s'embrouiller. « C'est justement pour ça que tu veux jouer franc jeu avec nous, » fit le plus sérieusement du monde Avarino. « Si tu dis la vérité, et si ça se trouve, il n'y aura pas de quoi fouetter un chat, n'est-ce pas, Barney? »« Pas un chaton, » admit Morrison. « Allez, encore un coup, » dit Avarino, enjôleur. « Eh bien... » Et lentement, Steve commença à parler.